Monsieur Le Pen. Alors, bonjour à tout le monde. Merci d'être tous là. On s'était pas vu, c'est juste pour ça. Très rapidement, donc, atelier numéro 2, intitulé Tracer, repenser, sécuriser les chaînes d'approvisionnement et d'exportation. Vaste sujet. Donc, nous allons de suite commencer très rapidement. On pourra pas tout aborder, évidemment, mais on espère les sujets principaux. Qui seront, il y en a 3. Le premier, c'est quelle stratégie d'optimisation et de réduction des frais d'approche. On est sur les chaînes d'approvisionnement. Deuxième, est-ce qu'on peut lever certains freins à l'exportation? Et puis les normes qui sont un peu au milieu de tout cela et parfois qui embêtent les exportateurs ou les importateurs. Samuel Gorouna, alors là encore, ça a été un petit peu improvisé. Merci Samuel d'être avec nous, économiste à l'université qui va avoir le même rôle, faire un petit mot d'introduction et puis des conclusions ou une conclusion en tout cas à la fin de notre atelier. Merci à toi Samuel, tu as la parole pour introduire un peu cet atelier. Merci, donc bonjour à tous et merci d'avoir pensé à moi même si c'est au tout dernier moment. Donc effectivement c'est un sujet très très intéressant et qui évidemment intéresse de nombre d'entre nous, pas que les anciens chercheurs que nous sommes, mais évidemment les gens dans la vie de tous les jours qui achètent des biens et qui des biens d'import ou qui voient de l'exportation et qui s'intéressent au sujet évidemment. Je juste en introduction redonner juste quelques chiffres, mais pas beaucoup après repartir un peu sur la réflexion générale. D'abord en termes d'import et d'export, les chiffres de l'ISEE, même si l'année dernière était une année particulière, donc une année évidemment où tout le monde n'a pas pu avoir réalisé les achats ou les exports qui ont pu être faits. Pour donner un ordre d'idée, on parle pour l'exportation évidemment principalement de nickel. Et l'année dernière, même si on est à 138 milliards d'exports, si on prend 2023 pour donner une année un peu moins difficile, on était à 234 milliards d'exportations. Donc évidemment c'est beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup le nickel. Donc plus de 90% évidemment de nos exports qui sont du nickel. Et puis on a quelques niches dont on a parlé déjà dans le premier atelier. Que ce soit de l'agroalimentaire ou d'autres sujets plus spécifiques. Donc, en termes d'exportation, en termes d'importation, on est du coup plus. Donc, on a sur l'année dernière, on a 251 milliards d'importation et une année normale c'est plutôt 300 milliards et l'année 2023 est à 352 milliards d'exportation. Donc évidemment une balance commerciale qui est déficitaire et qui démontre aussi que le marché calédonien, voilà, ce que ça pèse en import, même si on souhaite beaucoup évidemment avoir de la production locale et parfois ce qui a été fait dans d'autres pays, qui a été discuté ce matin, de la substitution aux importations. Donc voilà, grosso modo les gros chiffres. C'est vrai que le nickel pèse beaucoup, mais je crois que l'idée ici, c'est de parler d'autre chose que du nickel avec les filières depuis ce matin. Et il y a beaucoup de questions qui se posent en termes de compétitivité, de compétition vis-à-vis des producteurs et internationaux, avec évidemment pour les importations. Pour le commun d'entre nous, quand on achète un bien, on se demande évidemment le prix qu'il y a derrière. En taxe, évidemment, il y a un poids, mais aussi tout ce qui est frais, on pourra en parler de fret, etc. Donc c'est vrai que toutes ces questions-là nous intéressent particulièrement. Il y a eu des rapports de l'autorité de la concurrence, mais aussi ce qu'on peut-être en pensant trop connaître au quotidien, ce qui compose le prix. Et donc moi c'est vraiment un des sujets qui m'intéresse particulièrement de comprendre comment est-ce que le prix se forme. On se plaint de la vie chère, mais évidemment le marché calédonien est petit, donc voilà, il faut aussi avoir conscience de cela. Et puis s'il y a des stratégies en termes d'import comme en termes d'export, est-ce qu'il y a des stratégies pour viser un marché plutôt régional ou plutôt plus loin international? Donc voilà un peu les questions que je me pose ce matin. Merci.
Merci Samuel. Donc on peut aller de suite sur la stratégie, je pense. Hein. Donc la question de cette stratégie pour gagner du temps, hein, c'est vraiment la question cœur. Stratégie d'optimisation ou de réduction et de réduction des frais d'approche, donc d'approvisionnement. D'abord peut-être en même temps de répondre à cette question, faire un peu un état des lieux. Et ça, c'est les transporteurs qui ont quand même ce regard-là. Donc je voudrais commencer par les deux transporteurs pour un peu nous faire comprendre l'environnement. Et déjà, un premier réponse avec, j'ai envie de dire, DHL, pas loin parce que vous êtes une entreprise privée et vous avez aussi peut-être un regard un petit peu différent de vos collègues. Mais on va commencer par peut-être les transporteurs. Merci. On a traversé, on a connu une grande stabilité en fait le transport maritime. Je vais essayer de la faire assez courte parce que ça pourrait être très long. On a jusqu'au Covid très clairement qui a été un énorme qui a généré énormément de bouleversements dans toutes les chaînes d'approvisionnement dans le monde, dans toutes les compagnies maritimes ont dû revoir leur schéma et leur réseau. Les ports ont été perturbés, il y a des manques de main d'œuvre, enfin il y a eu énormément de problématiques. Et depuis cette période-là, on vit dans je parle moi du shipping, donc du transport maritime, mais principalement donc des chaînes d'approvisionnement. Pour le moment, on pourra parler de l'export après. Ont été énormément perturbés. Donc aujourd'hui, on vit dans un système sous tension et permanente parce il y a plus assez le commerce mondial a énormément évolué, s'est beaucoup développé. Les infrastructures portuaires n'ont pas suivi dans la plupart des pays. Donc on a des engorgements dans les terminaux. La construction de navires neufs, il y en a énormément en commande, il n'y en a jamais eu autant dans le monde, mais n'a pas suivi parce qu'il y a eu une surexploitation de toute la flotte mondiale pendant toute la période Covid qui n'a pas pu être entretenue, maintenue, renouvelée. Et là on est dans une période donc post Covid où on n'a pas vraiment eu de reprise, de retour à la normale. C'est-à-dire que se sont enchaînés directement à l'issue de cette période-là des événements géopolitiques en Europe, au Moyen-Orient. Donc ça a commencé par la guerre en Ukraine. Ensuite, maintenant, c'est le Moyen-Orient qui est touché avec le passage du canal de Suez qui est plus possible. Donc il y a énormément de lignes maritimes qui sont détournées qui sont obligées de faire le contour de l'Afrique aujourd'hui. Ça monopolise une grande partie de la flotte. Et donc ça met sous tension le transport maritime d'une manière générale partout dans le monde, sur les gros marchés et par répercussion. On a toujours tendance à se dire mais quel impact ça peut avoir sur la Calédonie? On est à l'autre bout du monde, il y en a pas. Si, il y en a un parce que là c'est un jeu de domino et ce qui se passe sur les gros marchés finit par arriver sur les petits marchés dont nous faisons partie, pardon. Et par-dessus tout ça, s'ajoutent les modifications, et pas des moindres, dans le commerce mondial, qui ont pris une toute autre tournure depuis l'année dernière et le retour de Monsieur Trump aux États-Unis, qui, comme vous le savez, dès qu'il prend un micro, tout le monde est inquiet de savoir qu'est-ce qu'il va dire. Et quelles sont les possibles mesures contre quel pays il va vouloir prendre. Donc ça a pour impact de changer énormément les flux mondiaux et de désorganiser complètement la chaîne. À partir du moment où il va commencer à taxer un pays, ce pays va moins vendre aux États-Unis, mais il va devoir retourner trouver d'autres clients dans le monde. Donc ça a pour conséquence de désorganiser énormément toute la chaîne de transport partout dans le monde. J'ai envie de dire qu'en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, pour recentrer un petit peu le sujet sur le territoire, on est particulièrement, pour le moment, préservé de ces changements-là. Il n'y a pas eu de variation, à part sur la période Covid, mais c'est revenu à la normale ensuite. On n'a pas eu de variation ces 2-3 dernières années sur les prix du fret maritime, qui restent particulièrement abordables pour un territoire de notre taille, un marché intérieur extrêmement petit à l'échelle mondiale. Et les lignes maritimes, malgré toutes les difficultés et
en particulier le contexte insurrectionnel qu'on a connu l'année dernière et la grosse baisse d'activité quand même, c'est de l'ordre de entre 20 et 30% sur l'année dernière pour nous tous, et le début d'année peine terriblement à repartir. Enfin, on a eu quelques mois un tout petit peu meilleurs que d'autres, mais c'est vraiment quelques pourcents il y a pas vraiment de retour. Et toutes les compagnies maritimes ont maintenu leur activité, leur service. Donc chaque compagnie continue à faire venir des bateaux avec 20-30% de marchandises en moins, mais toutes les lignes maritimes ont été maintenues, donc ça va aussi bien à l'import qu'à l'export, et donc continue de proposer les mêmes services malgré une grosse baisse d'activité et de volume, de revenus par escale, parce que bon, un bateau, le coût fixe est le même. Le revenu du fret qui va alimenter tous ces coûts fixes pour l'armateur diminue, mais les charges restent les mêmes. Donc, malgré ce contexte-là, les compagnies ont envie d'y croire. On est tous, je pense, grande partie dans la salle en attente d'un rebond et puis d'une stabilité politique qui nous permettent l'économie de se relancer. Et nous les premiers. Donc on est, nous à notre niveau, en tant qu'agence maritime représentant d'armateurs, on fait patienter, on leur dit ça va repartir. Et c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc à notre niveau, Dolores, ma consoeur, pourra compléter si elle le souhaite. Je pense qu'on est aujourd'hui préservé de tous ces dérèglements. On a des répercussions parce que, en effet, un importateur ou exportateur, Monsieur Le Pen, pourra porter aussi des précisions là-dessus. Les lignes maritimes sont extrêmement désorganisées. On subit en effet on est au bout du monde, donc on est le dernier maillon. Donc il y a eu, on subit toutes les désorganisations qui a pu y avoir sur toutes les précédentes mailles de cette chaîne d'approvisionnement. Et c'est pire aujourd'hui qu'avant. On est sous tension en permanence, donc les petites proportions qu'il pouvait y avoir avant sont plus importantes aujourd'hui. Donc c'est plus compliqué. On a beaucoup d'importateurs qui sont insatisfaits parce que les importations prennent beaucoup de retard par rapport au délai prévu initialement. Mais on est tributaire vraiment de tout ce qui peut se passer dans toutes les zones du monde, tous les ports du monde qui sont déjà extrêmement congestionnés, sous tension, des manques de navires et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'arrivé ici, le service paraît se dégrader. En réalité, il est dégradé, hein, en effet. Mais en termes de coûts, on n'a pas subi, il n'y a pas eu d'effet d'aubaine, en tout cas, ces dernières années sur un petit marché comme ici. Et on peut largement comparer aux autres îles du Pacifique. Un marché équivalent, les taux de fret, c'est-à-dire un tarif pour faire venir un conteneur, sont 2 voire 3 fois plus élevés sur des marchés similaires, et sur un marché où la population donc Fidji, qui est juste à côté de chez nous, où la population est 3 fois plus importante qu'en Nouvelle-Calédonie, les taux de fret sont déjà même un peu plus chers. Donc on a quand même historiquement le bénéfice d'une grande concurrence entre compagnies maritimes, parce qu'on a quand même de toute provenance, on a à minima 4 ou 5 compagnies en mesure de proposer un service qui garantit quand même des taux de fret très abordables comparativement à la taille du marché. Donc ça, si ça répond un peu à la... Oui, c'est donc je pourrais peut-être compléter ou... Ouais, peut-être. Non, mais oui, effectivement, moi je pense qu'en Calédonie, on a quand même l'avantage d'avoir des compagnies maritimes qui sont... alors je fais pas partie de ces compagnies maritimes-là, mais à l'échelle mondiale, de très grosses compagnies maritimes, hein, qui sont numéro 1, numéro 3 mondial. C'est quand même de très grosses compagnies maritimes qui sont présentes sur le territoire, et d'autres compagnies qui peuvent aussi donner l'avantage aux importateurs, aux exportateurs d'avoir des services différents, et justement une concurrence de fret qui est quand même maintenue grâce à ces compagnies qui sont toujours présentes sur le territoire. Donc pour le consommateur final, effectivement, ça peut être intéressant aussi, l'importateur, l'exportateur. Oui, donc déjà deux points, un tarif maintenu, on va dire. En revanche, un service un peu dégradé.
Hein, pour résumer, donc la position des entreprises, DHL. Pendant la crise Covid, on a eu une flambée des tarifs de fret. Ça, tout le monde et les importateurs s'en sont tous aperçus. On a eu des multiplicateurs par 3, 4, 5, 6. C'était une horreur. Mais il faut reconnaître que ça n'a pas empêché les importateurs d'importer. Parce que leur objectif premier, c'était de commercialiser leurs produits. Quoi qu'il en coûte, comme dirait notre président. Voilà. Donc depuis la fin du Covid, les tarifs sont revenus à des niveaux beaucoup plus acceptables. Mais on est dans un contexte de concurrence où il y a très peu d'acteurs sur la desserte maritime. Il faut le redire. Il y a peu d'acteurs. Donc relativement peu de concurrence. On a connu des périodes Dolores avant les grandes concentrations industrielles des armateurs, où on avait beaucoup plus de concurrence ici. Non, les taux de fret étaient plus bas. Ah oui. Par rapport à d'autres îles, je pense qu'on est... Je parle de la Calédonie, et je parle des îles de la Calédonie et de la Polynésie. Aujourd'hui, 3 acteurs principaux se partagent 90 ou 95% du marché. En provenance des grands axes d'importation, donc l'Europe, l'Asie, Océanie. L'Asie et l'Océanie. Voilà. À peu près 50 à 60% des produits viennent d'Europe. On a 2 acteurs. CMA-CGM et MSC. Non mais, qui se partagent. Oui, mais on parle de volume. Oui, non, gars, le service existe. Le service existe, mais l'important, c'est ce qui s'y passe. Bref. Voilà, donc admettons qu'il y ait 3 acteurs, ça fait quand même peu de concurrence. Moi, je trouve que ça maintient des tarifs de fret qui sont pas négligeables. Mais d'un autre côté, le marché est petit et il a perdu, comme disait Maxime, 20 à 30%. Donc on doit s'estimer heureux aussi en Calédonie d'avoir toujours des compagnies de premier rang qui assurent la desserte. Ça, c'est une chose. En tant que transitaire et opérateur de fret aérien, j'ai aussi l'œil sur la desserte aérienne. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant. Oh, vous pouvez. Alors, juste un mot, soyons clairs. Vous imaginez que dans ce colloque, Air Calin a été invité. Oui. Voilà. Oui, quelqu'un d'Air Calin est présent dans la salle d'ailleurs. Est-ce que cette personne pourrait venir avec nous? On a un siège pour vous. Comme ça, on parlera aussi du fret aérien. Mais... Oui. Alors, la desserte aérienne. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près la moitié de capacité de ce que nous avions avant le 13 mai, en termes de capacité de transport. Voilà. Compte tenu du nombre de vols réduits. En Calédonie, on a affaire à un monopole, de fait. C'est comme ça. Une position fortement dominante. Alors, mais sans dévoiler de secret, mais tout le monde le sait, d'ailleurs ce n'est pas un secret, toute la cale cargo d'Air Calin au départ d'Europe est gérée par Air France. Donc Air France, sur la desserte directe de la Calédonie, est en situation de monopole. Et, on va dire les choses clairement, on abuse. 18 000 km, Paris-Nouméa, 9 € le kilo, le fret. 18 000 km, Paris-Papeete, 4 € le kilo. Pourquoi? Parce qu'en Polynésie, vous avez 2 autres compagnies qui desservent également Papeete. French Bee et Air Tahiti Nui. La concurrence a vraiment du bon. Voilà. Donc aujourd'hui, on est un petit peu dans la nasse, obligé de payer des tarifs astronomiques pour récupérer des marchandises qui arrivent par avion. Voilà. On continue, on fait le tour. Donc sur le sujet
Oui, pardon. D'abord, Oui, peut-être pour citer notre exemple à l'export. exactement. Tokuyama, Nouvelle-Calédonie, donc la cimenterie en situation dominante aussi en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 50 ans. Alors pour ce qui est de notre développement à l'export, je vais rebondir sur ce que disait Samuel. C'est très important aujourd'hui. Ça l'est encore plus et c'est même une question de survie aujourd'hui compte tenu du contexte calédonien. À ça, on doit faire face si on souhaite exporter, à une doctrine export mondiale. Donc comment ça se passe en général, l'export du ciment sur la planète? Donc dans un pays producteur, l'export devient une option lorsque le marché domestique est insuffisant. Et les prix FOB à l'export sont très souvent inférieurs à ceux du marché domestique. On a un bon exemple aujourd'hui, le troisième plus gros producteur de ciment au monde, le Vietnam, a une capacité de production de 110 millions de tonnes, en consomme 65 millions, un peu plus de la moitié, en exporte 30 millions et il y a encore des excédents. Donc vous imaginez un peu le trublion que ça représente sur le marché mondial du ciment. Donc ça, c'est un point important. Pour ce qui est de notre stratégie, elle est récente chez nous puisqu'elle date de 2019. On s'y est intéressé. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais on avait annoncé déjà la crise du BTP en 2016. Donc on a réagi. On a mis quand même un petit peu de temps, mais on a réagi. En 2019, on a commencé nos exports vers Wallis et Futuna essentiellement. Et donc elle est assez particulière parce que dans cet environnement du Pacifique Sud, majoritairement anglo-saxon dans lequel on se trouve, on est naturellement exclu de certains marchés et de toutes ces îles qui ont plutôt, je dirais, une obédience où il y a plutôt une mainmise des anglo-saxons que sont les Australiens ou les Néo-Zélandais, par exemple. Alors pourquoi? Parce que nous appliquons des standards français, normes françaises. Certains pays, il y a aussi certains pays qui possèdent des outils de production comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Fidji, et donc si vous voulez, c'est des marchés forcément qu'on va pas approcher. Il y a déjà des outils de production, donc ça sert à rien. Et le PNG aussi. Et la majorité des autres îles du Pacifique ont un niveau de vie très bas et ils achètent un prix. La proximité avec le Vanuatu pourrait nous faire croire que ce serait facile pour nous. Non. Aujourd'hui, l'approvisionnement en ciment au Vanuatu, c'est du spot. Vous y allez ce mois-ci, ça va être du ciment thaïlandais. Dans un mois, ça va venir de Chine, de Turquie. Enfin, c'est acheté au spot et c'est souvent des vieilles séries, des ciments qui sont pas très frais en plus. Mais ces gens-là, en fait, ce qu'ils regardent, c'est le prix uniquement. Donc, et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Wallis et Futuna et la Polynésie française, qui suffirait au maintien d'une activité rentable pour nous, notamment le marché polynésien, qui est à peu près dimensionné comme le nôtre. La même population, donc la même consommation de ciment en période prospère, j'entends. Et c'est assez prospère en ce moment en Polynésie. Alors je vais parler en détail du marché de Wallis et Futuna, si vous voulez bien, et si ça peut donner des idées à certains également, pas pour le ciment, pour d'autres choses. C'est un marché marginal, donc c'est un petit marché, et la chance qu'on a, c'est que la maîtrise d'ouvrage, c'est quasi exclusivement l'État français, et qui a des exigences en termes de référence qualitative, donc qui exige pour la plupart de ces chantiers du ciment NF. Nous sommes les seuls dans la zone Pacifique Sud à fabriquer des produits NF, certifiés NF, donc ça nous va bien. Faut quand même savoir qu'avant, à Wallis et Futuna, avant qu'on pénètre ce marché, les anciens imports venaient de Nouvelle-Zélande lorsqu'il y avait des excédents de production. Et ce qui est plus le cas puisque la Nouvelle-Zélande importe aujourd'hui du ciment du Japon pour satisfaire aux besoins du marché domestique. Donc je reviens à ce que je disais en préambule, comment fonctionne l'export en général. Il persiste quand même un petit peu d'import de Fidji parce que c'est très proche. Nous, quand on envoie des containers à Wallis et Futuna, ça part d'ici, ça fait du transbo à Fidji. Et ensuite, Fidji, on va à Wallis et Futuna. Et comme il y a une cimenterie à Fidji, pendant très longtemps, ils ont vendu du ciment sur Wallis et Futuna. Et c'est surtout les privés qui achètent, puisque comme je vous l'ai dit, la maîtrise d'ouvrage, l'État français exige des normes NF. Les Fidjiens ne sont pas certifiés NF. Et donc les particuliers que j'ai prospectés pour des marchés et pour pouvoir vendre notre ciment certifié de très bonne qualité,
Certains ont été sensibles sur un détail qui a son importance aujourd'hui, c'est que les 2 cimentiers fidjiens, en 2023, ils ont eu chacun une amende pour pollution environnementale. Hein, donc $800 000 quand même, donc c'est pas rien. Et aujourd'hui, dans le discours vertueux, ça commence à marcher. Donc il y a des gens où on les responsabilise, et parce que notre ciment, vous imaginez bien qu'il est plus cher que le ciment fidjien. Donc ça, c'est des arguments qui parlent aujourd'hui à certains et de plus en plus. Pas suffisamment à mon goût, mais je pense que ça va venir. Alors, ensuite, oui. Maintenant, ce qu'il faut savoir, la notion de prix, puisqu'on en parle et qu'on parlait du prix du fret, vous n'êtes pas trop concerné par la destination Wallis et Futuna, mais il faut savoir que le prix d'un container que moi je vends face, hein, donc sur les quais Nouméa, rendu Wallis et Futuna chez mon client, c'est fois 2,3, hein, à peu près. Alors il y a quand même quelque chose qui apparemment est profitable, quand même, enfin qui nous permet de réduire nos prix, c'est le fameux tarif POC sur la manutention. Hein, donc tous les produits d'origine calédonienne, quand ils sont manutentionnés, on a 33% sur le coût de grue. Donc ça nous va bien quand on envoie sur Wallis et Futuna et sur la Polynésie française. Et je souhaiterais que ça continue aussi. Alors maintenant, je vais vous parler de... Ça va? Je peux... On peut tourner. Hein. Enfin, là, si vous voulez, vous avez mis en perspective, mais on va continuer comme ça. L'import et l'export. Alors moi, je veux bien quand même, parce que après c'est important, mais on est un peu dans la même veine, donc c'est pour ça... Et c'est plus intéressant pour ceux qui ont des souhaits d'exportation, puisque maintenant je vais parler du marché polynésien, dont je vous disais qu'il est très prospère en ce moment, et c'est peut-être ce qui va nous permettre de survivre nous et j'espère certaines entreprises de production locale calédonienne. Donc aujourd'hui, l'importation majoritairement du ciment en Polynésie française, Indonésie, Vietnam à 95%. On arrive à faire notre place avec 5% aujourd'hui. On en est là, hein, et ça augmente de mois en mois. On y arrive, on perce. Alors nos arguments, c'est important. Je vais parler de nos arguments. Nous vendons le ciment et on prend un risque en prix CAF, coût assurance et fret, en devise pacifique. Alors que la plupart des gens qui importent en Polynésie achètent en dollars. Parce que on est souvent, je dirais, un peu obligé parce que le fret se paye en dollars. Donc je prends un risque sur la parité qui pourrait changer, mais en même temps j'arrange mon client à ne pas avoir à me payer en dollars et avec du franc Pacifique, et c'est très pratique du point de vue documents commerciaux. Ensuite, on est conteneurisé, là où le ciment d'importation arrive dans des cales de bateaux en vrac et ils mettent de la poussière un peu partout. On a un conditionnement adapté. Vous savez que le sac de ciment, tout le monde le sait, fait 25 kilos. Donc c'est un arrêté de la Nouvelle-Calédonie qui impose pour la manutention des charges lourdes que le sac fasse maximum 25 kilos. Il y a une loi polynésienne qui existe aussi, la même, absolument la même. C'est un copier-coller. Sauf que les 95% d'importations indonésiennes et vietnamiennes sont conditionnées en 40 kilos. Donc aujourd'hui, je me bagarre un peu avec les autorités polynésiennes. Là, pour le coup, je suis le trublion pour qu'ils appliquent cette loi. Mais il faut le savoir. Ça veut dire que aujourd'hui, 9 sacs et demi sur 10 font 40 kilos et pas 25. Et là, c'est un problème de santé publique. Son innocuité, pour pouvoir importer du ciment en Calédonie, il y a une règle. C'est la seule barrière à l'importation. Dans le ciment, il y a une vilaine bébête qu'on appelle le chrome 6 hexavalent et qui donne chez les utilisateurs ce qu'on appelle communément la gale du ciment. Il faut savoir que c'est une maladie qui est assez grave, c'est rédhibitoire. Quelqu'un qui déclare cette maladie-là doit arrêter de travailler, d'être en contact avec le ciment, et c'est cancérigène. Nous traitons nos ciments ont une totale innocuité en Nouvelle-Calédonie. Et c'est une directive européenne appliquée par le gouvernement et que je souhaiterais faire appliquer aussi en Polynésie française. Donc j'ai bon espoir d'y arriver. Ensuite, la garantie de qualité, je vous ai dit, notre ciment il est NF, donc on a en plus des ciments qui sont adaptés à notre environnement, c'est important, je rentre dans le détail, mais c'est important de le savoir dans nos arguments. On a une régularité, une fréquence d'approvisionnement. Ça, et je remercie. Alors,
les compagnies maritimes on a quand même une ligne à peu près directe avec des petits stops sur les autres îles du Pacifique, mais qui nous permet d'avoir un touché par mois sur la Polynésie française. Et quand les importateurs de ciment font venir des bateaux pleins tous les 3 ou 4 mois à peu près. Donc ça veut dire pas de contraintes de stockage et tout ça. Donc ça fait partie aussi des arguments importants. Et je remercie la compagnie maritime et de temps en temps aussi Maxime quand il peut me faire du spot sur la Polynésie. Et c'est aussi un circuit court. Donc ça devient aussi un argument en plus d'avoir une fréquence plus régulière. Nos ciments ont une empreinte carbone diminuée. Donc je reviens un petit peu au discours vertueux. C'est aussi un gros argument, mais malheureusement, qui pèse très peu dans le choix des consommateurs en Polynésie. En Polynésie, on sait très bien que nos îles souffrent peut-être plus qu'ailleurs du réchauffement climatique. Et on m'a déjà dit fuck l'environnement en Polynésie française. Donc cet argument-là, il vaut pas pour tout le monde. Mais j'essaye de le vendre. C'est important et je pense que ça va marcher. Alors le sujet de l'environnement est important. Pourquoi dans nos arguments à l'export? L'environnement marche très bien en Europe. Les bons élèves sur le respect de la planète, ce sont les Européens. Le ciment est responsable de 7 à 8% des émissions de CO2 de la planète. Si on ramène ça à l'échelle européenne, et la France en particulier, on tombe à 2%. Pourquoi on respecte l'environnement? Parce que si on le respecte pas, on est puni, on paye des amendes. C'est pas encore le cas en Calédonie, c'est pas encore le cas non plus en Polynésie française. Mais il faudrait que ça le devienne, si on veut devenir un peu plus vertueux. Donc là, un message aussi pour le gouvernement sur ce sujet-là. Tous ces arguments que je viens de vous citer font que nos tarifs sont 25% plus chers que le ciment indonésien et vietnamien. Donc je dois me battre avec ça. J'y arrive à peu près, 5% aujourd'hui du marché, j'aimerais bien en avoir beaucoup plus. Les risques et les opportunités sur notre marché à l'export. Aujourd'hui, les tarifs de transport maritime à destination de l'APF sont raisonnables, il faut le reconnaître. Mais, il y a un grand mais, c'est qu'on sait comment ça se passe dans le fret maritime, on peut avoir une hausse subite et forte du taux de fret et de la BAF. C'est arrivé par le passé. Moi, si ça m'arrive aujourd'hui, je suis obligé d'abandonner l'export. Parce que la part, le ciment étant un produit pauvre, je vous ai dit 2,3 à Wallis, c'est x2 arrivé en Polynésie française. Demain, on met une augmentation de $100, entre 100 et $200 sur le fret, je meurs, j'oublie complètement l'export. Donc pour montrer, donc là il y a aussi un message aux compagnies maritimes qui ont su faire des efforts, qui continuent à faire des efforts. C'est quelque chose de très important. C'est justement ce point-là. Hein. Peut-être je vous redonnerai la parole pour terminer, sauf si vous avez une conclusion par. En fait, je conclus après, puis vous m'entendrez plus et puis on pourra désinfecter le micro. Et puis il y a un autre risque sur le fret, c'est la valeur du dollar US. Qui peut changer. Et vu que moi je vends en franc Pacifique, il peut m'arriver des bricoles assez rapidement. Donc ça, et surtout avec Monsieur Trump, pour l'instant, il a pour volonté de baisser le taux, mais enfin ça va. Donc ce qui serait bien, en fait, les opportunités aujourd'hui, ce serait de favoriser quand même les fabricants de produits plus vertueux, respectueux des conditions de travail, avec des références normatives, etc. La norme NF par exemple, qui garantissent une qualité minimale. Et enfin, je vais clôturer avec nos souhaits et nos aspirations. Je vais être clair, je suppose qu'il y a un greffier ou une greffière là, du gouvernement dans l'Assemblée. Nous, premier point, exonération des droits de douane sur un de nos intrants. Je peux même vous donner la position tarifaire du clinker, 25 23 10 00, s'il y a quelqu'un qui veut bien noter. Ensuite, taxer les ciments hypercarbonés, parce qu'on a toujours cette menace aussi de l'importation ici, donc taxer les ciments hypercarbonés. Et quelque chose de très très important, là j'en appelle aux responsables du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, s'il vous plaît, des accords commerciaux aujourd'hui entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. On les visite régulièrement, je sais, dernièrement, ils se sont rencontrés notamment avec le ministre des Finances et de l'Économie en Polynésie, que je connais très bien et que je rencontre aussi régulièrement. Et alors pourquoi ? Pour appliquer déjà le tarif POC sur la manutention à l'arrivée en Polynésie française. Ce qui serait bien et qui est une réciprocité. Et ici, quand on charge nos containers moins 33%, ce serait très bien qu'on ait la même chose en Polynésie française.
Et ça n'existe pas. Non. Et en tout cas, essayer de favoriser nos pays, quoi. Exonération de droits de douane et de TVA sur les imports en provenance de Nouvelle-Calédonie et réciprocité aussi. Bon, on a quand même un petit avantage avec notre numéro de Rex qui réduit un peu la facture, mais bon, c'est pas suffisant pour nous positionner face à la concurrence agressive des Vietnamiens et des Indonésiens. Ensuite, un message aussi à l'autorité de la concurrence auprès de son antenne polynésienne. Les messages de la concurrence que je considère comme déloyales aujourd'hui, sur la loi, sur l'arrêté sur le 25 kg, pourquoi ils l'appliquent pas en Polynésie, la directive européenne sur le Chrome 6, et sensibiliser un peu plus la Polynésie française sur l'environnement, sur les produits décarbonés, sur des emballages vertueux, parce que nos emballages sont aussi ont aussi un caractère vertueux. Voilà, j'en ai fini. Excusez pour la longueur de mon exposé. Merci. Sur les accords avec la Polynésie, c'est un sujet très intéressant et je pense que c'est regardé de près depuis un moment par le gouvernement. Pour revenir à baisser les coûts des conteneurs, pour faire simple, très rapidement, parce qu'on va avoir très très peu de temps pour aborder les autres sujets, qu'est-ce qu'on peut faire? Plusieurs points en termes de logistique, en termes de tarification. On parle actuellement cargaison peut-être à l'export justement, puisqu'on parlait de l'export. Est-ce qu'on peut pas mieux optimiser nos conteneurs dans le retour des produits à l'export? En sachant, je pose une question, tarification, péréquation, nouvelle route commerciale. Je vous mets un peu tout ça au milieu pour gagner du temps et puis vous en faites ce que vous voulez. Massification des flux, mutualisation de la logistique. Ouais, je vais prendre la parole là-dessus. En effet, on n'a pas, il y a pas de route commerciale naturelle. Je reprends l'exemple de la Polynésie. Il n'y a pas de route commerciale naturelle entre la Calédonie et la Polynésie. Il y a une ligne qui vient de France et qui passe en Polynésie et qui vient ensuite en Nouvelle-Calédonie. Mais dans l'autre sens, ça n'existe pas, ou il y a quand même une ligne qui fournit ce service-là, mais il n'y a pas c'est impossible de massifier des flux parce qu'il n'y a pas de flux de masse, à part les 20 conteneurs de ciment de Loïc. Je crois que t'es le plus gros exportateur de Calédonie vers la Polynésie. Donc les compagnies, je vais faire très court, les compagnies maritimes, dès qu'une opportunité ou qu'un exportateur ou qu'un business pointe le bout de son nez, les agences maritimes sont là pour défendre ces dossiers-là auprès des armateurs et puis dire et promouvoir aussi l'exportation des produits calédoniens. Et donc il n'y a pas de logique de marché parce que si on devait respecter une logique de marché, ce serait $5,000 le fret, quoi, pour 20 conteneurs et on arrive à ramener ça au plus bas possible pour rendre son développement de business viable. Et ça existe aussi pour d'autres marchés, d'autres exportateurs, mais on est toujours, dès que c'est possible, à essayer de promouvoir auprès de l'armateur et de fournir les taux de fret les plus bas possibles pour permettre ces développements-là. Donc on est vraiment partie prenante et on joue le jeu à fond pour tous les exportateurs qui cherchent en effet. On sait que l'exportation calédonienne est compliquée pour toutes les raisons qui ont été évoquées même dans la table ronde d'avant. Et donc nous on fera en sorte toujours de faciliter. En effet, sur la partie manutention, il y a des avantages ici qui n'existent pas forcément à l'autre bout. Donc il y a peut-être des choses à travailler en effet à destination, mais toutes les chaînes, que ce soit la manutention qui facture des tarifs rabaissés pour promouvoir aussi les exportations calédoniennes, les compagnies maritimes jouent le jeu en essayant de tirer au plus bas le prix du fret maritime, et je pense que bon, les autres, même les transitaires, font les DAU gratuits. Non, mais je pense que tout le monde joue le jeu au maximum. Enfin, en tout cas, après, c'est très compliqué vu qu'on a les volumes d'exportation sont vraiment infimes à l'échelle du transport maritime mondial. C'est très compliqué de parler de massification pour l'export. Enfin, c'est un mot qui est compliqué de rentrer. Ça va pas vraiment ensemble, malheureusement. Pour l'import, certaines compagnies fonctionnent de cette manière-là en centralisant les flux sur certains ports, mais pour l'export, c'est très compliqué. Peut-être une idée d'échelle sur la capacité de tes bateaux.
parce que aujourd'hui j'envoie 20 containers. Alors, si vous parlez. Oui, donc non, mais je vais reprendre ce que disait Loïc, parce qu'il n'y a pas de micro. Oui, les bateaux qui touchent la Nouvelle-Calédonie sont des bateaux qu'on transporte entre 1000 et pour les plus gros 2500, 3000 conteneurs. Et voilà, Loïc Le Pen va exporter 20 ou 25 conteneurs par mois ou 30 sur la Polynésie française. Donc le ratio est vraiment et c'est le plus gros exportateur en termes de volume. Donc c'est très compliqué en effet de parler de massification dans ce contexte-là. En effet, oui, c'est important de donner le chiffre. Mais c'est une arlésienne de dire une route commerciale entre Nouméa et la Polynésie française, c'est inconcevable. C'est pas inconcevable, mais en fait la Polynésie française est au milieu de nulle part, donc ils le savent très bien, ils sont très résilients par rapport à leur position. Pardon ? D'où le prix, d'où la différence de prix entre la Nouvelle-Calédonie. Oui. Et le problème c'est qu'une route maritime qui passe par, une compagnie maritime doit traverser l'océan Pacifique et passer par la Polynésie, mais avoir un service qui va jusqu'en Polynésie. Nous on a essayé l'année dernière, on a mis en place un service au départ de Nouméa jusqu'en Polynésie. Je parle vraiment pour ce qui me concerne, et on n'a pas réussi à le maintenir sur la longueur parce que c'est une fois qu'on est là-bas, il y a plus rien à charger, on est obligé de revenir. Et sur la longueur, c'était pas jouable. Donc oui, c'est assez compliqué le marché polynésien. La Nouvelle-Calédonie a l'avantage d'être à proximité de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, d'être proche de grandes routes, ce qui n'est pas le cas de la Polynésie. Peut-être pour un mot sur quand même le fret aérien. Oui. Donc la difficulté, je résume, comme on l'a compris, la difficulté, disait monsieur, de finalement certains importateurs qui trouvent une qualité, je dirais, d'importation dégradée ou des délais qui sont particulièrement longs pour importer certaines marchandises quand elles arrivent, j'imagine, sur Sydney. Et pourquoi finalement avec Qantas, il n'y a pas de concurrence sur le fret? Alors Qantas, comme vous savez, le programme de vol des avions sont drivés, enfin en tout cas sont majoritairement établis par le nombre de passagers, par le coefficient de remplissage et la rentabilité du remplissage passager. Et nous, le cargo, on est, si vous voulez, on s'adapte à ce programme de vol. Si, par exemple, après les exactions, où on a réduit à peu près de 40% notre voilure, enfin en tout cas au nombre de vols, notamment la desserte CDG Nouméa, oui, effectivement, là, on est face à des difficultés où avant, en plus, les exactions, on était sur un vol par semaine, enfin un vol par jour, pardon. Donc soit 7 voire à 8 vols parfois sur la route. On était en connexion donc de l'Asie vers Nouméa. Là, on n'avait pas de soucis, on n'avait pas de contraintes, etc. Et de là, on est passé quand même, on a fermé. Vous avez rappelé lors de l'atelier numéro 1 la route Tokyo depuis septembre, et nous avons également réduit à 2 voire 3 Singapour. Donc on a réduit considérablement la voie à l'import, en tout cas au départ de Paris. Et en plus, où on avait des routes alternatives via Papeete également, cette route-là a été révisée pour des raisons également de remplissage passager. On est passé d'un gros porteur, un A330, où la capacité est à peu près de 60 mètres cubes, 12 tonnes, à 500 kilos, 0 à 5 mètres cubes. Donc voilà, effectivement, les transitaires, les clients, mais même nous, au niveau cargo, on a dû s'adapter à ce contexte-là. Donc après, là, on parle plus, les exactions sont passées. On a repris petit à petit notre programme de vol. Oui, on a ouvert très précipitamment, puisque on avait aussi une question de survie au niveau d'Arcalin, la route Paris, en direct. Et là, effectivement, on l'a ouvert en moins de 6 mois. Et au niveau cargo, effectivement, je rejoins Frédéric, on a confié, puisque
comme on a disait, on a ouvert précipitamment la commercialisation à notre partenaire d'antan, Air France. Donc, mais par contre, on a remis la 330 sur la route Sydney, où là, effectivement, c'est la seule route où la logique passager on a réussi à se battre contre la logique passager parce que les passagers, à la 330, 280 sièges par semaine, ou des fois le double, ça ne répond pas à la demande passager. Pour le passager, surtout sur des routes très courtes où on est sur 3 heures de vol, on est plus sur du petit appareil, du petit module, comme le fait donc du coup Qantas sur cette route-là. Avant, ils étaient venus, alors je dis avant, ça fait un moment, mais ils avaient un Boeing 767 ou 787 qui venait tous les dimanches. Et voilà, je pense que eux également, de manière économique, on parle de rentabilité, ils ont dit que non, on peut pas continuer comme ça, pas pour transporter que du cargo. Il faut répondre, malheureusement ou heureusement, tout dépend où on se place, mais les passagers priment. Le coefficient de remplissage des passagers prime. Donc voilà. Et au niveau de l'import, voilà, depuis effectivement, on va dire, depuis les exactions, avec cette réduction, avec maintenant l'ouverture de CDG, c'est vrai que les transitaires ne voient pas forcément les retombées. Mais j'ai envie de dire à Monsieur Genel, qu'est-ce que vous avez payé avant le Covid? Est-ce que c'était aussi parce que vous dites là c'est 9 €, parce que moi je suis pas au niveau de l'import puisque c'est Air France qui le commercialise. J'ai pas tout à fait des idées du tarif pratiqué, mais est-ce que avant le Covid? Avant le Covid, de toute façon, les tarifs aériens ont toujours été très élevés en provenance de la métropole par rapport au maritime. Et de manière comparative, si on compare le coût d'acheminement du fret au départ des grosses zones comme l'Europe sur la Calédonie, ça a toujours été beaucoup plus cher que sur la Polynésie qui était à égale distance de Paris, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Le problème, il est là. Demain, si une compagnie se met à desservir Paris, les prix vont chuter. On a connu ce phénomène-là lorsqu'Air Austral est venu desservir la Calédonie entre 2009 et 2012. Les tarifs ont baissé. C'est un phénomène automatique. Il y a le gâteau existe et puis il est à partager entre les différents acteurs. Voilà. Le temps tourne malheureusement, mais vous pouvez... je vous en prie. Non, je voulais juste aussi, on parle de l'import, mais également l'export. En tout cas, les actions d'Air Calin vis-à-vis de l'export, puisque... Alors, en tout cas, Air Calin, au niveau de l'export, nous, au niveau de nos actions, on a signé une convention avec NCTNI. On a des tarifs, on propose aux adhérents des tarifs préférentiels, voire des fois même en direct, bien sûr tripartite avec le transitaire de la société. Et pour ça, au niveau même des tarifs, je vous dis, même notre tarif standard public, il n'a pas évolué depuis 10 ans. Et même nos tarifs import au départ de nos escales sur lesquelles qu'on commercialise en direct, là également, le tarif fret, alors Frédéric, je pense qu'il peut me confirmer, il n'a pas évolué. Tu vois, beaucoup de flux au départ de Ciné, au départ de Papeete, Nouméa, on joue le jeu, comme les compagnies maritimes. Voilà. Mais effectivement, le sujet qui revient souvent, c'est l'axe CDG Nouméa. Parce que voilà. Mais là, on reprend petit à petit notre programme. On va rajouter une fréquence supplémentaire donc de notre desserte en direct sur Paris. On a le Papeete qui revient en gros module en A330, c'est-à-dire avec les 60 mètres cubes et 12 tonnes offertes. Et on maintient pour une logique cargo, vraiment pour une logique cargo, le gros porteur sur la route Sydney pour nos importateurs et nos exportateurs bien évidemment. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Et juste dernière question, il y a une possibilité sur l'aspect cargo d'avoir une évolution par rapport à votre contractualisation avec Air France? Oui, bien sûr, tout est envisageable, comme je vous ai dit. Là, en tout cas, en ce qui me concerne, la route directe, comme je vous ai dit, cette desserte a été ouverte
pour une question, ça a été relayé dans les médias, une question de survie et de précipitamment, et surtout plus sur une stratégie passager. Maintenant que la route va bientôt fêter ses 1 an, d'ici décembre, on peut envisager une restructuration du schéma cargo. Voilà. Bon, malheureusement, il nous reste très très peu de temps. Je ne sais pas si le membre du gouvernement est arrivé. Je l'ai pas vu. Est arrivé juste une dernière petite question. Monsieur. Voilà, dernière petite question. On n'a pas abordé. Ouais. On n'a malheureusement pas abordé la question au soutien à l'export aux entreprises, ni vous vous rendez compte, on n'a même pas pu aborder tous les obstacles en termes de normes. Donc peut-être juste en quelques mots, est-ce qu'il y a une entreprise, peut-être, je sais pas, une entreprise qui veut prendre la parole, ou je sais pas si NC ou la CCI ou NC TI est dans la salle pour nous dire comment on peut promouvoir, le président, promouvoir l'export ou aider l'export pour les entreprises. Je remercie d'ailleurs le membre du gouvernement présent qui a la charge du commerce extérieur. On a abouti à une gouvernance qui est beaucoup plus claire et qui permet ce qu'on souhaite, je pense, sur tout le débat de ce colloque, de pouvoir projeter une politique à la fois de la Nouvelle-Calédonie par rapport à la région Pacifique, mais en ce qui nous concerne, qu'elle soit concrète par les entreprises. Aujourd'hui, NCTI est le cluster qui un peu le club d'affaires des entreprises exportatrices, et la CCI est le bras du gouvernement pour accompagner les entreprises, soit avec des conventions Business France, BPI France, et en tout cas avec un réseau qui s'appelle Team France Export, qui permet de connecter l'ensemble des partenaires donc dans le Pacifique. Ça peut être Business France en Australie, ça peut être par exemple ce qu'on a fait à Singapour, les chambres de commerce franco-singapouriennes, mais aussi les clubs d'affaires des différents territoires, pour que la réalité de l'export en fait se fasse entreprise avec des entreprises pour des besoins, que ce soit de fournisseurs ou de clients ou en tout cas des besoins vraiment réels des entreprises. Donc c'est aujourd'hui un dispositif qui fonctionne bien, avec des missions qui sont ambitieuses et qui vont être de plus en plus nombreuses. Cette année, il reste une mission sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur la Nouvelle-Zélande, une mission, je crois, Fidji, qui s'est peut-être faite entre-temps, peut-être pas encore. En tout cas, on a vraiment cette volonté que les entreprises soient un peu les pionnières de cette intégration régionale, parce que c'est elles qui vont ensuite pouvoir se raccrocher auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, auprès de l'État, auprès d'autres institutions pour mieux encadrer, en tout cas faciliter ces exports. Et pas que ces exports. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais une des voies pour la Nouvelle-Calédonie, les entreprises calédoniennes, c'est leur internationalisation. On parle souvent que la production, les coûts de production sont trop élevés. En revanche, on a des atouts. Alors, je parle même pas des atouts en termes de secteur à haute valeur ajoutée, mais tout simplement des atouts monétaires, des atouts de financement pour que les entreprises calédoniennes aillent investir dans ces territoires du Pacifique pour pouvoir avoir un réseau et avoir des coûts de production et avoir en tout cas une réalité dans ces marchés. Merci David. Malheureusement, c'est la fin. Je crois que Samuel, tu vas devoir en quelques mots nous faire une toute petite conclusion avant qu'on passe la parole aux membres du gouvernement pour la clôture de ce colloque.
Merci pour ces discussions. Donc très rapidement, je vais peut-être pas tout reprendre ce que les différents points que nous avons évoqués entre l'état des lieux, les routes maritimes, le fret aérien et évidemment les différentes contraintes qui vont avec, de coûts évidemment, mais aussi tout ce qui est l'intégration régionale et mondiale, puisque ça a été beaucoup évoqué au début. On choisit pas forcément les routes. Au niveau du fret aérien, évidemment, la logique passager, pas forcément la logique de l'exportateur ou de l'importateur. Et justement, je pense que c'est un des éléments qui en ressort. C'est si on veut construire une stratégie, comment on arrive à concilier les logiques de chacun, et évidemment en s'insérant dans un contexte mondial qui est perturbé, ouais, on va dire ça comme ça, et comment on arrive à concilier du coup la logique de l'exportateur, l'entreprise qui veut intégrer tel ou tel marché, et puis les autres logiques maritimes ou fret aérien, etc. Et puis l'intégration régionale, donc il y a eu en termes de tarifs, est-ce que c'est plus la région ou plus l'Europe, on parlait de Paris, ou est-ce que c'est plus le marché plus asiatique, voilà. Je pense que c'est arriver à concilier tout ça qui est un élément hyper important à retenir. Merci. Merci Samuel, mille excuses pour le public. Je tiens quand même à préciser que il y a la possibilité, je parle surtout aux professionnels, par exemple les importateurs ont dû quitter la salle, c'est pour ça qu'on n'a pas trop abordé certaines questions liées aux importateurs grossistes, mais ces questions-là ou les problématiques ou les obstacles rencontrés peuvent nous être remontés, et ça sera ensuite remonté dans la synthèse de nos travaux au gouvernement qui a suivi tous ces sujets, que ce soit côté DAVAR, DAE ou SCRE. Monsieur le membre du gouvernement en charge du commerce extérieur, de l'économie, je m'arrêterai là. Merci Monsieur le Président de l'Autorité de la concurrence, Monsieur le Premier vice-président de la province sud, et vraiment sincèrement merci aux équipes de l'Autorité de la concurrence d'avoir organisé ce colloque. On est aujourd'hui dans un tournant majeur du institutionnel et de l'économie calédonienne, avec l'accord de Bougival et le pacte économique qui est lié, et avec une question qui est celle du commerce extérieur, de l'intégration régionale de la Nouvelle-Calédonie, qui est fortement présent dans ces différents travaux. Monsieur le Président de la CCI également, ça avait été largement évoqué dans les travaux d'NCECO qui avaient été menés. Et nous avons beaucoup à faire, parce que la Nouvelle-Calédonie a souvent été dans une période de grande croissance, et donc n'a pas forcément eu besoin de regarder autour de soi, de regarder à la fois dans la région et un peu plus loin au-delà du récif, parce que beaucoup de choses se passaient bien en Calédonie, et donc on a eu la fâcheuse habitude de se concentrer sur nous-mêmes, et la situation des dernières années nous montre que nous devons évoluer. Nous devons évoluer sur plusieurs aspects, et David l'a rappelé tout à l'heure, c'était la question de la gouvernance sur la partie export attractivité, puisque on avait chacun qui travaillait un peu dans son coin avec une volonté de porter sa structure. Aujourd'hui, on a une volonté de, excusez-moi le terme, mais de chasser en meute et de développer une diplomatie économique qui n'était pas présente jusqu'à présent, parce que la semaine prochaine qui se matérialisera, puisqu'on partira à Fidji avec de nombreuses entreprises calédoniennes pour aller chercher à la fois des nouveaux marchés, mais également des financements et des autres sources de financement. Et cette nouvelle méthode de travail, cette nouvelle organisation qui permet de mutualiser à la fois les moyens de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité, mais également des entreprises calédoniennes, et de voir comment chacun peut jouer un rôle différent et un rôle complémentaire dans ces travaux, sera fortement utile. Sur la partie intégration régionale, nous avons faut pas qu'on parte dans tous les sens si on veut que ça marche, et c'est pour ça qu'on a souhaité au niveau du gouvernement et
partager avec les différents acteurs, travailler sur des priorités. La priorité, vous l'avez évoqué, la question de comment on travaille avec les territoires français du Pacifique. Vous évoquiez tout à l'heure la question de la Polynésie, mais ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un accord plus général avec la Polynésie et Wallis-et-Futuna pour qu'on puisse être fort dans le Pacifique. La Chambre d'agriculture, je vois Guilain qui est là, ça nous permet de mutualiser, de certains coûts, mais également surtout démultiplier le nombre de consommateurs potentiels, à la fois pour nos amis polynésiens, wallisiens et futuniens, et également pour la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est la première priorité de la part du gouvernement. J'aurai l'occasion de voir Warren Dexter très prochainement, également, que j'avais vu en Polynésie, pour évoquer ça. On a des actions qui sont communes. On vient de signer, le président de la Polynésie et le président du gouvernement, un courrier commun à l'État pour demander que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie rentrent dans la CSPE, qui est la contribution nationale de l'électricité, pour que le prix de l'électricité soit moins cher. La Nouvelle-Calédonie vient de demander d'intégrer la péréquation nationale sur le fret maritime pour les produits de première nécessité, et nous souhaitons que la Polynésie puisse accompagner ce travail pour qu'on soit plus fort vis-à-vis de l'État sur le sujet. Mais ce travail des îles françaises du Pacifique nous permet aussi de voir au-delà du Pacifique, et notamment nos amis de l'océan Indien, que sont la Réunion, où nous avons un travail très important à faire avec nos amis réunionnais, avec une matérialisation plus économique que de l'axe Indo-Pacifique. On reste souvent sur des grandes incantations de l'axe Indo-Pacifique, mais on ne sait jamais trop ce qu'il y a derrière. Et là, le fait d'avoir des collectivités françaises du Pacifique au niveau business, et l'île de la Réunion aussi au niveau économique, qui crée des liens, qui crée des partenariats, qui crée des activités communes. Et la province sud avait eu l'occasion également menée par Philippe et avec la Chambre d'agriculture de travailler ensemble. C'est notre axe majeur de développement d'intégration régionale et de développement de l'axe Indo-Pacifique. Ensuite, la deuxième priorité sur nos actions sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec bien entendu les études que nous avons et qui font peur. Je comprends qu'ils peuvent faire peur autour du Passer Plus. L'idée est d'avoir un dispositif gagnant-gagnant pour la Nouvelle-Calédonie, et la Nouvelle-Calédonie n'ira pas sur un dispositif qui mettra en danger ces entreprises. On souhaite étudier les choses. L'Australie a financé un point important, une étude importante qui devra être présentée aux différents acteurs. Est-ce que nous passons par des accords multilatéraux, bilatéraux, ou nous intégrerons une organisation plus générale? C'est quelque chose qu'il faudra trancher, mais de manière calme et posée, avec un certain nombre de compétences, ce qui nous emmène à dire que sur les compétences, nous allons devoir gonfler notre SCRE, parce que nous avons beaucoup de bonne volonté au sein de nos services, mais ces discussions de commerce extérieur nécessitent des compétences particulières, et l'organisation de ce type de colloque ne peut que renforcer ces compétences au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Il y a une chose qui a été évoquée pendant ce colloque, et je m'excuse, Monsieur le Président, de ne pas pouvoir avoir pu assister aux différents travaux, mais mon cabinet était présent. La question de l'industrie locale, de qu'est-ce qu'on produit en Nouvelle-Calédonie, quelle protection de marché on peut mettre. J'ai souvent été qualifié de très libéral par certains représentants syndicaux ou membres de l'industrie locale. Je crois beaucoup dans la production locale, mais il faut se spécialiser. On peut pas tout produire en Nouvelle-Calédonie. Un audit est aujourd'hui en cours pour savoir quel est le bilan de ces années de protection de marché en Nouvelle-Calédonie, comment on les fait évoluer, et surtout sur quoi on se spécialise pour avoir à la fois des filières qui profitent à l'emploi, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, et qui profitent aux consommateurs. Mais nous ne pouvons pas avoir la volonté de nous d'exporter nos produits en disant on se ferme à l'importation. Ça n'existe pas
dans le monde du commerce extérieur. La réciprocité doit être là et au contraire, le fait de pouvoir s'ouvrir, on améliorera notre compétitivité de produits, on améliorera nos compétences, ça profitera à la fois aux entreprises calédoniennes et aux consommateurs calédoniens, mais en tout cas une vraie volonté de travailler sur ces différents sujets avec et ça a été évoqué également avec je sais dans ce colloque la nécessaire diversification de l'économie calédonienne, mais qui ne doit pas rester que des mots. Enfin, j'ai très peu d'années je commence à en faire quelques-unes maintenant, mais dans la politique calédonienne, mais on parle de diversification. Non, il faut qu'on arrive à poser une stratégie de filière avec des indicateurs précis en disant est-ce que on a un avantage de la Nouvelle-Calédonie à nous projeter sur cette filière, comment on crée la compétence, comment on accompagne les entreprises, mais si c'est des filières qui ne peuvent vivre qu'avec des subventions, ce n'est pas une filière qui est rentable en Nouvelle-Calédonie et nous n'avons plus les moyens de financer ça. Donc nous sommes vraiment dans un tournant majeur, je le disais en introduction, institutionnel et économique de notre territoire, et je suis ravi que vous ayez pu organiser ce colloque. Je serais ravi de recevoir les conclusions également sur ce sujet. J'ai bien noté les positions tarifaires sur à exonérer. Je vais la rajouter à ma longue liste de positions tarifaires qu'on vient me demander en exonération ces derniers jours. Mais dans tous les cas, sachez que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et je sais que les autres collectivités, je salue la présence de la province sud, sont tournées pour redonner de la visibilité, redonner du travail et redonner de l'avenir aux entreprises calédoniennes. Et donc je vous remercie encore une fois, Monsieur le Président, pour ça.